Tunisie. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mes chers amis. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer une e-conférence intitulée Quel financement pour les PME en vue d'une accélération de la reprise. Je voulais tout d'abord remercier la Connect qui a organisé ce webinaire, le 11e ou le 12e webinaire depuis le confinement, sur des sujets qui ont toujours inquiété et préoccupé les PME et les chefs d'entreprise depuis le début de la crise. Donc, des sujets tels que l'économie sociale et solidaire pour relancer l'économie, tels que la transformation digitale, tels que les mesures fiscales et sociales qui ont été prises, pour ne citer que ces sujets-là. Je voulais aussi, bien sûr, remercier les personnes qui ont répondu grandement présentes, que ce soit sur le live Facebook ou sur la plateforme Zoom. Et à ces personnes-là, je dirais que vous avez la possibilité donc, de poser vos questions par écrit aux conférenciers. Et nous essaierons, en fin de séance, dans la mesure du possible, de vous permettre d'interagir avec les panélistes. Naturellement, on n'a que 2 heures, ou ce qu'il en reste des 2 heures, avec un président de séance et 5 panélistes de ce calibre et de cette trempe. Donc, la priorité est plutôt à bénéficier de leur expérience et tirer pleinement profit de leurs compétences. Donc, pour revenir à notre sujet, la pandémie du Covid-19 était au début une crise mondiale sanitaire. En Tunisie, la crise semble, je dis bien semble être jugulée d'un point de vue sanitaire. Je reviens pour hier, 14 mai, si vous permettez. Donc, nous avons 1032 cas, 770 guéris, parmi 1032, 770 guéris, 45 décès pour 36 523 tests. C'est plutôt encourageant et réconfortant. Mais cette crise sanitaire, disant les choses comme elles sont, a très vite évolué en crise économique et sociale touchant tous les pays du monde. Naturellement, notre économie ne sera pas en marge de la récession de l'économie mondiale et pour la simple raison qu'elle n'est pas très résiliente. Et d'ailleurs, l'onde de choc, l'absorption du choc va être plutôt difficile pour la Tunisie. Les experts, d'ailleurs, commencent à parler de chiffres plus ou moins inquiétants. On parle de chiffres jamais enregistrés depuis l'indépendance, tels que la récession, la croissance négative de 4%. Et cela, bien sûr, va impacter en premier lieu aussi l'entreprise. Bien que l'État tunisien a pris des mesures rapidement, et la Banque centrale de Tunisie a pris des mesures rapidement pour endiguer cette crise, mais tout le monde est unanime. Les mesures sont insuffisantes. Les mesures sont lentes, sont en deçà des attentes et sont parfois compliquées à mettre en place. Donc, chaque secteur, nous l'avons compris, a sa spécificité. Et la majorité des secteurs ont besoin de crédits commerciaux, de fonds de roulement, d'accompagnement et de crédits à moyen terme. Mais il y a des secteurs qui ont besoin tout de suite de financement. Il y a des secteurs qui vont connaître la crise dans un mois ou 2, comme le tourisme, dans l'accompagnement est différent. Et il y a même des secteurs qui vont participer à la lutte dans cette crise et qui ont besoin d'un accompagnement différent, tel que le secteur de la santé. Donc, on est dans une situation exceptionnelle et je vais galvauder, un mot utilisé plutôt galvauder, qui est on a besoin de mesures exceptionnelles. Et donc, qu'est-ce qu'on a prévu pour nos PME? Les institutions financières, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nos PME? Est-ce qu'ils ont pris des mesures particulières? Donc, à ces questions et bien d'autres, on va essayer de répondre et nos panélistes nous apporteront leur point de vue. Sans transition, d'ailleurs, je vais essayer de présenter rapidement nos panélistes. Honneur aux dames, Madame Boussaïna Beliarnel, qui est directrice générale de la Caisse de dépôt et consignation, qui est le bras financier de l'État, certes connu pour financer les grands projets, mais aussi d'appuyer les PME. On a aussi la chance d'avoir parmi nous, je le vois, il vient de nous rejoindre, donc Monsieur Antoine Salé de Chou, qui est le chef de bureau tunisien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERT. Toujours dans le top management du secteur financier, donc on a parmi nous Hichem Zral, directeur général de Tunisie
leasing et factoring. Si Lotfi Dabbebi, directeur général de la STB, la banque publique, et si Ali Korli, directeur général de l'ABC. Autant dire que nous avons donc une qualité de panélistes dans cette e-conférence et un Gotka et des pointures très importantes. Donc, avant d'enclencher sur la première question, permettez-moi de céder la parole au président de notre hôte, la Connect, pour mettre les choses dans leur cadre. Sitark, à vous la parole. Merci Aslen, merci à tout le monde. D'abord, mes remerciements vont à nos panélistes. Nous sommes fiers et heureux d'avoir toutes ces personnalités aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous remercie infiniment parce que vous n'avez pas hésité à nous donner votre accord. Nous sommes vraiment très honorés de vous avoir aujourd'hui. Bon, le thème, c'est un thème qui nous est cher au niveau de la Connect, comme vous le savez. La Connect est très proche de la petite et moyenne entreprise. Nous essayons de répondre aux besoins de cette petite et moyenne entreprise. Chaque année, nous avons, avec le PNUD, nous faisons une étude qui s'appelle MAPIES et qui nous donne un peu les spécificités de la petite et moyenne entreprise. Spécificité, je ne vous apprends rien du tout, c'est généralement des entreprises qui sont sous-capitalisées, en temps normal, bien sûr. Donc, d'où une certaine fragilité. Fragilité qui s'est renforcée ou pendant ces 2 derniers mois avec la crise que nous vivons. Et on se retrouve en face de 3 défis, si vous voulez, aujourd'hui. Les 3 défis, un risque sanitaire, bien sûr. Risque sanitaire, Aslen a donné les chiffres et j'espère que ces chiffres vont se confirmer dans les prochaines semaines. Un risque économique et social que nous vivons, que nous commençons à vivre et on voit les premiers éléments, si vous voulez. Et puis un risque bancaire. Pourquoi un risque bancaire? Je vais l'aborder tout à l'heure. Tous ces risques dépendent, in fine, si vous voulez, de la durée de cette crise. Parce que personne aujourd'hui n'est capable de dire si cette crise va durer, est-ce qu'il va y avoir de nouveau des confinements ou pas. On entend tous les discours et les discours ne sont pas les mêmes. Même dans les différents pays, ce n'est pas toujours les mêmes discours. Financement de la petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, l'État a mis les moyens nécessaires avec une garantie publique. Bon, on peut, il y a certains qui jugent cette garantie insuffisante. En tout cas, c'est une garantie qui permet aux entreprises de passer ce gap, ces difficultés, cette crise que nous vivons, et qui permettra, on l'espère, d'éviter un assèchement de crédit au niveau des petites et moyennes entreprises qui, si par hasard ça se fait dans les prochaines semaines, ça va entraîner sûrement des faillites en chaîne et ça peut affecter réellement au niveau du taux de chômage. On a entendu beaucoup d'économistes parler des perspectives de chômage. Je pense qu'on peut espérer d'éviter ces taux exagérés peut-être si on met les moyens nécessaires. Et je pense parmi les moyens les plus importants, ce sont les moyens financiers qui peuvent permettre à l'entreprise de ne pas avoir des difficultés pour fonctionner pendant ce gap où elle n'a pas travaillé, donc il n'y a pas de recettes. Théoriquement, il ne doit pas y avoir de dépenses, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des dépenses, donc il faut payer les gens, il faut payer toutes les charges que nous avons. L'État a garanti donc
les besoins, si vous voulez, de l'entreprise. On va voir si ça va suffire, si ça va couvrir un peu tous les secteurs, parce que la question qui se pose, c'est au niveau des secteurs. Est-ce que ces prêts destinés aux PME peuvent toucher tous les secteurs? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a des secteurs qui se sentent un peu, pour le moment, oubliés, entre guillemets. Il y a une infinité. Au niveau de la Connect, nous avons parmi nos adhérents beaucoup d'entreprises qui sont inquiètes pour leur présent et leur avenir. Et puis après, donc, il va y avoir, je l'espère, on l'espère tous, une reprise. Cette reprise, on la souhaite dans les prochaines semaines, bien sûr, en tout cas pour un certain nombre de secteurs. Je ne parle pas de certains secteurs qui sont sinistrés, où on n'a pas de visibilité, comme le secteur touristique, mais je parle du reste, si vous voulez, des secteurs qui sont couverts par la Connect. Nous souhaitons, à travers, bien sûr, toutes les institutions qui sont présentes aujourd'hui, qu'il y ait, si vous voulez, le crédit nécessaire pour que ces entreprises puissent passer ce bridge que nous vivons ou que nous sommes, on l'espère, à la fin de ce bridge de difficultés, pour qu'on puisse entamer un peu les investissements nécessaires, entamer un peu la croissance qu'on doit. Je sais que nous parlons d'une récession qui peut être grave, mais je pense qu'il y a certains secteurs qui peuvent avoir une croissance pour un peu soulager les difficultés que la population et les différentes entreprises sont en train de vivre. Ce que je souhaiterais dire, juste à la fin de mon introduction, c'est un peu le souhait que je fais au nom de toutes les entreprises qui sont adhérentes à Connect. J'espère que les banques vont jouer le jeu. On n'a pas de doute, puisqu'il y a la garantie de l'État qui est là et qui permettra aux banques de ne pas être mises en difficulté ou elles ne vont pas être en péril, si vous voulez, puisque, in fine, c'est la garantie de l'État. Mais nous souhaitons, et ça, j'insiste sur ce point parce que c'est un point qui est fondamental au niveau de nos adhérents, j'espère que le comportement sera le même au niveau de toutes les régions. On ne parle pas de Tunis, nous parlons de Tunis, bien sûr, mais pas uniquement de Tunis. Il faut qu'il y ait un traitement de dossier équivalent Tunis et toutes les autres régions. J'espère que l'intendance va suivre et j'espère que nous aurons une application simple, simplifiée et rapide. Ce sont les principales préoccupations des chefs d'entreprise que j'ai eues au téléphone et qui m'ont fait part un peu de leur inquiétude qu'il n'y ait pas le même traitement au niveau des régions ou qu'il n'y ait pas suffisamment de célérité, si vous voulez, au niveau des régions, pas comme Tunis ou les grandes villes de la Tunisie. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, un peu vous brosser les préoccupations de nos adhérents. Et encore une fois, merci de votre participation. Merci Sitark. Le décor est donc planté. Je disais tout à l'heure qu'il y aura probablement une croissance négative de plus de 4%. Et donc, la relance économique, certes, passe par le privé, mais le rôle de l'État est important pour stabiliser les fondamentaux économiques. Et là, je m'adresse à un représentant d'une structure de l'État, qui est le CDC, qui est la CDC, pardon. Et Madame Benyarlen, ma question est la suivante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire que le rôle de la CDC dans que compte jouer ou qu'a joué la CDC dans cette crise et ce qu'elle a préparé pour nos PME, je dis bien PME. Merci. Merci Maître, merci Sitark, merci Douja pour cette invitation. Ravi de rencontrer
tous les panélistes et les participants à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, en cette période assez difficile, effectivement, on parle là de la pire crise depuis la Grande Dépression de 1929. Et il est un peu difficile de prédire les répercussions négatives qui seront inévitables sur l'économie mondiale en général et sur notre économie nationale en particulier. Aujourd'hui, même si vous l'avez bien dit tout à fait au début, Maître, c'est que si l'incidence sanitaire est encore relativement limitée dans notre pays, l'impact économique et social sera décuplé principalement à cause de la vulnérabilité de notre économie. Donc, avec notamment un recul estimé aux alentours de 4 à 4,5% du PIB tunisien. Et donc, du coup, la propagation du corona a impacté amplement notre activité économique à l'échelle nationale déjà, surtout au niveau des entreprises, manifestée principalement par l'arrêt de la production, la fermeture des points de vente, l'arrêt du recouvrement inter-entreprises, ainsi que la suspension des opérations du commerce international. Donc, le Covid qui a négativement affecté les entreprises et en particulier les PME, qui aujourd'hui constituent le socle de l'économie tunisienne, quelle que soit leur taille. On a vu que les répercussions sont pour les petites entreprises, les micros, petites, moyennes et grandes, ou quelle que soit la nature de leur activité. Je rappelle là peut-être les résultats de la récente requête de l'IACE. 96% des chefs d'entreprise interrogés affirment effectivement que la crise sanitaire impactera négativement leur chiffre d'affaires. Les répercussions sur l'emploi, donc plus de la moitié des chefs d'entreprise interrogés, aux alentours de 61%, déclarent qu'il est probable ou fort probable de passer au chômage technique, voire suppression de postes d'emploi. Et surtout, 96,7% des chefs d'entreprise interrogés craignent un impact négatif plus important de l'épidémie sur leurs activités dans les 6 mois à venir. Donc déjà, on parle de la période post-Covid. Et c'est ça ce qui est très important à prendre en considération. Et c'est dans ce contexte-là que la Caisse a engagé, la Caisse de dépôt et consignation, la CDC, était au rendez-vous de la protection de l'économie tunisienne contre les répercussions de la pandémie Covid. Elle a engagé tous ses moyens humains, financiers et techniques en tant qu'institution dont le modèle, c'est le modèle d'investisseur de long terme. Ça veut dire qu'elle devrait répondre à des exigences, surtout post-Covid, et puis de jouer son rôle contracyclique dans ce contexte économique. Donc, quelles sont les initiatives ou les actions proposées par la Caisse aux côtés du gouvernement? Parce qu'il ne faut pas oublier, comme vous l'avez bien dit au début, que la Caisse est une institution publique elle est indépendante, certes, elle est autonome, certes, mais elle appuie les politiques de l'État, donc elle est venue aux côtés du gouvernement pour donner son soutien significatif en initiant plusieurs actions. Et les actions initiées par la Caisse s'inscrivent dans la pérennité et dans le long terme. Donc, l'idée, c'est de contribuer au renforcement de la résilience économique et de limiter au maximum les impacts négatifs de la pandémie, notamment les impacts post-Covid. Donc, je vais en parler peut-être d'une manière très brève par rapport à ces actions et pour ne pas accaparer la parole dès le début, mais on peut revenir dans les discussions plus en détail. Donc, la première action, c'est la CDC a déployé une ligne de financement santé.
avec un bailleur de fonds. Donc la CDC, c'est une ligne 100 millions de dinars. La CDC, de par les règles de gestion prudentielle, elle n'a pas le droit d'aller au-delà de 40%. Donc, les 60% on a déjà eu un accord de principe d'un bailleur de fonds pour cette ligne de financement santé, dont le but est de soutenir le secteur de la santé publique afin de financer l'acquisition d'équipements pour les besoins urgents des hôpitaux publics tunisiens. Donc, vous imaginez, en mi-mars, notre grande peur, notre grande crainte, c'est que cette pandémie nous fait subir des conditions sanitaires peut-être néfastes. Et donc, du coup, on a engagé cette ligne-là pour répondre d'une manière rapide à l'acquisition d'équipements et des besoins urgents. Donc, une task force a été mise en place entre le ministère de la Santé publique, le ministère des Finances et la CDC depuis le 1er avril et s'est penchée sur l'identification des besoins. Et donc, les détails techniques de ce mécanisme sur le court terme ont été finalisés. Maintenant, il ne faut pas oublier que la CDC est un investisseur de long terme. Donc, ce qui a été prévu, c'est que cette ligne de financement soit transformée en un mécanisme pérenne d'investissement en partenariat public-privé qui sera sous forme de SPV destiné pour le financement des équipements des services hospitaliers et des PME du secteur de la santé. Donc, ravi d'avoir tout à l'heure l'un des participants du domaine de la santé et qui est intéressé à notre webinaire. Et donc, je suppose que ce type de mécanisme pourrait être utile pour les PME intéressées dans le domaine du secteur de la santé. Madame Beniarfé, c'est-à-dire, pour parler concrètement, les PME auront droit à des petits tickets, c'est-à-dire est-ce que c'est limité aux grands tickets et à l'approche classique, disons, de equity et quasi-equity de la CDC? Non, pour ce mécanisme-là, on l'a fait en 2 temps. Le premier temps, c'est une ligne de financement, c'est une ligne de crédit. On va donner des crédits pour les institutions et les établissements hospitaliers pour leur permettre d'acheter et d'acquérir les équipements nécessaires pour leurs besoins. Maintenant, pour s'inscrire dans la durabilité, on s'est dit, cette crise, on espère qu'elle ne soit pas durable, et comment transformer ce mécanisme-là en un mécanisme pérenne d'investissement. Et donc, lorsqu'on dit d'investissement, ça veut dire qu'on peut encourager les entreprises tunisiennes à produire et à faire de l'industrie locale pour les équipements des établissements hospitaliers, pour faire les médicaments aussi. Donc, l'aspect pharmaceutique pourrait rentrer dans ce mécanisme-là, et donc un mécanisme d'investissement, de financement de l'investissement qui est lié au secteur de la santé. Et bien entendu, on va divulguer dans quelles conditions, quelles sont les conditions d'éligibilité, quelle gouvernance, etc. C'est ça ma question, c'était pour savoir le ticket, parce qu'on sait que la CDC s'adresse plus aux grandes entreprises. Donc, est-ce que les PME auront droit à des tickets de la CDC? C'était ça ma question. Lorsque ça sous forme de SPV, ça va être le cas. Très bien. Donc, il va y avoir des special vehicles. Très bien, c'est clair. Donc, ça, c'est la ligne de financement santé de 100 millions de dinars. Oui. Voilà. Donc, en deuxième lieu, la CDC a proposé un fonds d'investissement. Et je suppose que la plupart des participants de ce webinaire sont intéressés d'avoir plus d'informations par rapport à ce mécanisme. Donc, c'est un fonds d'investissement pour le financement des PME des secteurs stratégiques. La taille cible, 500 millions de dinars, mais avec un premier closing, 100 millions de dinars, afin de venir en aide aux PME et donner un signal fort quant à la capacité des secteurs stratégiques à répondre à une croissance soutenue basée sur les investissements.
Je vais répondre directement sous quelle forme l'intervention. Donc, l'intervention sera réalisée en mix equity et quasi equity. Voilà. Voilà, pour assurer le renforcement des ressources permanentes des entreprises résilientes. Donc, par entreprise résiliente, nous voulons dire celles qui s'engagent à continuer leurs activités et préserver les postes d'emploi durant la période de crise. Je peux en parler par après peut-être un peu plus. Très bien. Pourquoi? Et le troisième mécanisme que nous avons proposé, c'est un instrument de financement relais des PME résilientes qui consiste en la création d'un fonds de reprise, un fonds cash-out, de taille aussi 100 millions de dinars et qui est dédié exclusivement au rachat des participations des fonds d'investissement pour les encourager à continuer leur appui aux PME, répondre aux besoins. Donc, ça va être sous forme de relais solides à leurs interventions. Donc, aussi, je peux en parler plus de l'état d'avancement, mais peut-être je reviens pour ne pas accaparer la parole par rapport au centre. Merci. Très bien. Donc, l'importance aujourd'hui, l'entreprise est plus que jamais a besoin de trésorerie. C'est clair qu'au-delà de la ligne de financement santé, il y a aussi un instrument de financement relais qui pourrait un peu répondre à ces besoins-là. Encore faut-il être éligible. Donc, lorsqu'on parle de trésorerie, on fait allusion principalement au secteur bancaire. Mais je crois que la trésorerie ne se limite pas aussi qu'au secteur bancaire, puisque le financement en fonds de roulement peut se faire à travers une autre technique qui est le factoring. Et là, je m'adresse à Cizral pour savoir l'engagement qui a été pris donc, par votre entreprise en leasing et en factoring pour l'accompagnement des clients en cette période difficile, pour les aider justement à surmonter cette crise. Barakallahu fik. Le secteur du leasing et ma société à l'instar de tout le secteur financier, nous devons de soutenir les entreprises tunisiennes. C'est pour cela, avant même que nous avons vu les circulaires de la Banque centrale, nous avons décidé en interne d'apporter de l'aide aux secteurs les plus sinistrés, les plus touchés par des mesures de report, parce qu'on l'avait fait par le passé pendant des crises qui ont touché certains secteurs comme le tourisme. Maintenant, il y a eu la circulaire de la Banque centrale qui est venue, qui est plus large, qui touche tous les secteurs. Et donc, nous avons appliqué cette circulaire et nous avons procédé d'abord au report des échéances des entreprises qui en avaient besoin et qui en ont fait la demande pour préserver leur trésorerie pendant cette période de turbulence. Mais par ailleurs, et bien que nous ayons reporté en fait les échéances des crédits existants, nous continuons à donner de nouveaux crédits pour les mêmes clients qui ont demandé des reports. Il y a des activités qui continuent à travailler, qui ont des perspectives de reprise assez rapides, qui ont été un peu perturbées par la période de confinement, mais en dehors de la période de confinement, ils continueront à honorer leurs engagements avec leurs clients et la demande est là. Et donc, elles ont besoin de machines, d'utilitaires pour continuer à produire et à continuer leur activité le plus normalement possible. Et là, nous apportons des solutions de financement en leasing et des solutions de financement en factoring pour financer le fonds de roulement des entreprises. Très bien. Donc ça, c'est par rapport au leasing. Vous faites allusion au leasing. La captive factoring, il y a une disposition particulière pour le financement en fonds de trésorerie à travers la technique du factoring ou pas? C'est les mêmes, en fait, c'est la même logique. D'abord, la logique des reports s'applique également au factoring. Il faut savoir que les clients, de nos clients qu'on finance dans le factoring, sont passés par des difficultés et ils n'étaient pas en mesure de pouvoir payer leurs factures à nos clients dans les délais. Et donc, nous avons eu beaucoup de demandes de report que nous avons
acceptées pour préserver la trésorerie des clients de nos clients. Ça, c'est le premier volet. Et puis, pour… toutes les demandes, Zamahni, je vais interagir avec vous, César. Toutes les demandes, quelles qu'elles soient, quelle que soit la situation de l'entreprise, ont été acceptées automatiquement vu la circulaire de la Banque centrale. Hein. D'abord, la circulaire précise que ces mesures s'appliquent aux entreprises qui sont touchées par la crise. Donc, malheureusement, la plupart des secteurs ont été touchés. Et toutes les demandes que nous avons reçues sont véritablement de secteurs qui ont été, et d'entreprises qui ont été touchées, soit à cause du confinement et l'impact se limitera à la période de confinement, soit l'impact pourra s'étendre au-delà de la période de confinement, et donc les mesures d'accompagnement n'ont pas été les mêmes pour tout le monde. Mais toute entreprise qui a été impactée de près ou de loin par la crise ont bénéficié de ce système-là. Très bien. On apprécie, au-delà de l'aide que vous avez présentée donc, aux entreprises, c'est l'esprit anticipation. Avant même que donc, la circulaire de la Banque centrale ne soit promulguée, vous avez donc anticipé cette assistance aux entreprises. Donc, venons maintenant au secteur classique des banques. Et pour essayer de comprendre leur concours aux PME, je voulais me permettre de commencer par une institution qui a exprimé ces derniers jours son optimisme par rapport à la situation de la Tunisie. Et là, je voudrais parler de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui a prévu en 2021 un rebond de la Tunisie, n'est-ce pas, c'est M. Saleh Dechou, donc de 2,5%. Donc, monsieur, la BERD, de par la structure, est-ce qu'elle s'est adaptée à la situation Covid en Tunisie pour aller plus vers du financement direct PME et TPE versus donc, ce qu'elle faisait auparavant, financement du secteur financier, banque et microfinance. Est-ce qu'elle est allée aussi plus vers du financement de trésorerie, et là c'est important, versus les financements en moyen terme? Merci. Merci Maître Berger et merci beaucoup Sitarak pour l'invitation aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors en effet, la BERD s'est très rapidement adaptée à la situation. Notre institution a été la première institution financière internationale à développer une réponse dédiée dès mars à la crise Covid, une réponse qui a été depuis élargie à un programme de solidarité qui aujourd'hui sur lequel on prévoit de déployer 21 milliards d'euros sur les 2 prochaines années dans nos pays d'opération et de redéployer la plupart de nos instruments qui, comme vous le disiez, jusqu'à présent étaient essentiellement centrés sur l'investissement, les plans de CAPEX, le financement à moyen et long terme, les recentrer vers le financement de trésorerie, de liquidité, car aujourd'hui, c'est évidemment là qu'est le besoin. On voit des entreprises qui ont des business models viables, des business models que l'on veut préserver. Et donc ici, il faut s'assurer qu'on puisse venir combler cette période dans laquelle les entreprises vont avoir besoin de pouvoir de liquidité. Donc on a développé différents outils. Un premier qui ne nous concerne pas forcément aujourd'hui, car il est à l'intention des entreprises publiques. Mais bon, les entreprises publiques, évidemment, sont souvent passe-commande à des PME, donc c'est important que la trésorerie des entreprises publiques continue à fonctionner. Et donc aujourd'hui, de plans de CAPEX, de grands plans d'investissement, nous sommes passés maintenant à du financement de trésorerie des entreprises publiques. Mais nous avons également maintenant des lignes de fonds de roulement à maturité de 2 ans pour nos clients. Nous avons également mis en place des facilités de restructuration de nos financements existants afin de pouvoir permettre à nos clients de pouvoir respirer le temps de cette crise.
et également développer plus nos activités de financement du commerce extérieur, car on voit aujourd'hui beaucoup de banques qui pouvaient confirmer des lettres de crédit qui se désengagent de beaucoup de pays, et on veut s'assurer, jouer notre rôle contracyclique et venir combler ce gap. Donc, en Tunisie, qu'est-ce que ça veut dire en termes de déploiement? Peut-être un mot, parce que j'avais commencé par les entreprises publiques. On est en train de structurer un gros financement de liquidité et de restructuration pour la STEG. J'en parle parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de PME qui sont clientes de la STEG et qui dépendent d'une trésorerie de la STEG qui fonctionne. Mais peut-être plus directement pour les gens qui nous écoutent, on a également une très très forte demande du secteur des PME, des entreprises et du secteur financier pour pouvoir derrière soutenir les PME, avec aujourd'hui une demande qui est autour de 400 millions de dinars. Et notamment du côté du secteur financier, on voit beaucoup de demandes parce que avec le moratoire sur les remboursements, évidemment, ça crée des besoins de liquidité importants. Sur les financements directs aux entreprises, évidemment, nous pouvons mettre en place des financements à 2 ans maintenant, donc sur de la trésorerie. Nous pouvons faire du financement en monnaie locale, on est aujourd'hui le bailleur de fonds qui est le seul à pouvoir proposer directement du dinar. Nos tickets en direct commencent à, on va dire, 3 millions de dinars. Donc, c'est pas des tout petits tickets, mais c'est quand même souvent adapté à des financements pour des grandes PME. Pour des tickets plus petits, on passe via nos partenaires bancaires, leasing ou microfinance. Et on a également des programmes dans lesquels on peut blender des subventions, en particulier si une entreprise fait partie d'une chaîne de valeur, on est capable d'introduire des subventions qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros ou 15% du plan d'investissement. Là, c'est pour le coup, c'est pour des financements d'investissement. Donc peut-être moins pour la période actuelle, mais peut-être plutôt pour la période à venir, pour la reprise. Saleh, pour interagir, vous dites votre ticket est de 3 millions de dinars pour expliquer à la salle, c'est-à-dire c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise cible? Non, pardon, donc ça va être nous, notre financement. On va commencer à pouvoir structurer des financements de dette en direct à partir de 3 millions de dinars. Comme vous l'imaginez, qu'on fasse un financement de 3 millions de dinars ou de 300 millions d'euros, finalement, le travail est le même. Donc, très souvent, les bailleurs de fonds délèguent ce genre de segment de marché aux partenaires bancaires. Pour nous, il y a cette volonté stratégique de pouvoir travailler directement avec les PME, d'où le fait qu'on soit descendu à ce type de segment. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même attirer l'attention sur plusieurs blocages que l'on rencontre pour déployer justement ce financement contracyclique, en particulier lorsqu'on parle de nos partenaires financiers, que ce soit en particulier les banques et le leasing. Aujourd'hui, quand un bailleur de fonds comme la Bird, mais comme tous les bailleurs de fonds internationaux, nous faisons des financements en euros à ces partenaires. Il y a un mécanisme qui s'appelle le fonds de péréquation de change qui, jusqu'à présent, venait couvrir le risque de change afin de pouvoir permettre à la banque ou l'institution financière partenaire de pouvoir débourser ses prêts en dinars. Aujourd'hui, ce fonds, du fait de la dépréciation du dinar de ces dernières années, est quasiment à l'arrêt, notamment sur le segment bancaire. Il n'y a quasiment aucun nouveau financement de bailleurs de fonds qui a été fait sur une banque commerciale tunisienne depuis la mi-2018. Il y a quelques financements qui ont été faits directement sur des banques publiques, car ici, on a la garantie de l'État, mais dans le secteur privé, c'est quasiment à l'arrêt. Pour nous, c'est vraiment une urgence, notamment dans le cadre de la crise. Parce que ce besoin de liquidité, comme je le disais, il est encore plus important. Il est encore plus important de pouvoir continuer à soutenir les PME. Et donc, nous avons sonné cette alarme à plusieurs reprises et travaillons d'ailleurs activement. Nous avons mobilisé un financement de l'Union européenne que nous avons proposé pour structurer une facilité pour pouvoir faire redémarrer ce fonds.
Et donc, j'ai bon espoir que rapidement, on va pouvoir revoir des financements extérieurs sur le secteur bancaire. Ici, on serait capable de débloquer plusieurs centaines de millions d'euros de financement extérieur sur le secteur bancaire. Donc, c'est une reproche que vous faites au secteur bancaire privé, là, plus ou moins. Non, ce n'est pas un reproche au secteur bancaire. Non, évidemment, nous avons d'excellentes relations avec le secteur bancaire privé. Nous sommes, ce que je veux dire, c'est que nous, les bailleurs de fonds, nous sommes vraiment prêts à faire des financements. Les banques privées sont prêtes, ont besoin de ces financements, mais la structure qui est au milieu, qui est une structure de couverture du risque de change, est à l'arrêt depuis près de 2 ans. Et donc, il faut au plus vite la faire redémarrer. Et nous avons des propositions concrètes que nous avons passées au ministère des Finances à cet égard. Merci. Merci pour tout ce que vous faites, Monsieur Saleh Dechou, parce qu'au-delà de… C'est vrai qu'on est dans un cadre de webinaire sur le financement. Au-delà du financement, vous faites aussi de la technique et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de cela probablement dans ce webinaire ou dans un autre. Avec plaisir. Merci. Restons toujours dans le cadre des banques. Vous savez qu'on a parlé de PME, il y a les TPE, il y a les micro-entrepreneurs et là, à peu près plus de 30 000, exactement 32 000 ont déposé leur dossier sur la plateforme Batinda pour avoir les fameux 200 dinars. Mais au-delà de ces micro-entrepreneurs, il y a les PME et les PME ont attendu ce fameux décret, loi numéro 6, pour déterminer et définir ce que c'est une entreprise donc sinistrée. Et là, je m'adresse à un banquier, Sida Baby, représentant donc de la STB, de la banque publique STB, pour nous expliquer ces mécanismes donc d'aide à ces entreprises contre-garanties par l'État et pour savoir si votre banque, à l'instar d'autres banques, ont prévu des produits spéciaux Covid. Merci, M. Aslan. Merci tout d'abord à Connect et à tout Sitar Shrif et tous les organisateurs de ce webinaire que je trouve tellement important et intéressant et qui vient vraiment à temps. En fait, la STB, depuis le déclenchement de la crise, elle a commencé, donc, elle a axé tout un plan d'action sur 4 volets. Un volet commercial et relationnel, un volet financier et managérial, un volet organisationnel et prévisionnel, et un dernier volet qui est le sociétal et le social, qui répond avec sa vocation de RSE. Donc, pour ce qui est du commercial et relationnel, donc, on a voulu quelque part prendre la tâche de nos clients pour les tranquilliser, pour leur témoigner de notre soutien inconditionnel et pour venir en leur aide, moyennant une cellule d'écoute en faveur des clients, moyennant une bonne communication qui était une communication transparente et transversale en faveur à la fois des clients des différentes régions et aussi en faveur des collaborateurs, les chargés de clientèle, les chefs d'agence, surtout le personnel de réseau qui faisait le front office en faveur de cette clientèle. Et puis, on a donc, en ce qui concerne le côté financier, donc depuis l'apparition de la circulaire 06-2020, donc on a immédiatement réagi donc, en termes de report des échéances qui viennent donc, sur la période à partir du mois de mars jusqu'à la fin de l'année. Et puis, pour ce qui est des décisions gouvernementales, donc, il y a eu des décrets, donc à la fois un décret qui met en place une ligne de garantie de 500 millions de dinars donc, en faveur de PME et qui permet donc aux banques à la fois d'octroyer des crédits pour des créances non classées, 0 et 1, et de requérir juste de se limiter donc, en termes de formalité juridique à la garantie sous tugar. Donc, il suffit de sous-tugarer le crédit donc, pour pouvoir bénéficier de ce soutien et moyennant donc, aussi l'accès au refinancement de la Banque centrale. Donc, ça a été quelque part résolu sur ce plan-là. Mais comment la STB a procédé? C'est-à-dire, ça marche plus concrètement. Pour expliquer un peu toujours à la salle, cette contre-garantie de la Sotugar, le taux qui va être appliqué, c'est un taux fixé pour ne pas que ça soit un taux d'usure dans cette période difficile, et le pourcentage de couverture. Donc, si on peut un peu comprendre cette partie-là. Justement, il y a des différents paliers.
couverture. Donc, tout d'abord, le taux a été plafonné à TMM plus 1,60. Et pour ce qui est de plafond de garantie, donc la Sotigar, donc elle a créé trois, disons, paliers. Donc le premier, c'est entre 0 et 1 million, c'est une couverture qui peut aller jusqu'à 90% de risque. Donc d'1 million à 3 millions, ça c'est uniquement 80%. Et au-delà, donc c'est 70% jusqu'à 10 millions de dinars. Entre 3 et 10 millions, c'est une couverture qui avoisine de 70% de la valeur de la créance. Donc, ce sont des paliers qui ont été fixés par la Sotigar. Bien évidemment, et sincèrement, on attend encore, parce que là, on vient de signer la convention, mais on attend encore le mécanisme de mise en place pour faciliter la tâche et l'accès aux entreprises à ce mécanisme de couverture. Pour ce qui est de l'État, donc, la couverture faite en faveur donc, de la Sotigar s'élève uniquement à 100 millions de dinars, donc 100 millions de dinars en faveur de cette ligne de couverture qui est gérée par la Sotigar et qui peut aller jusqu'à 500 millions de dinars. La deuxième ligne, c'est une ligne donc, de financement en faveur des PME qui est plafonnée à 300 millions de dinars. Aussi, donc, elle est destinée donc, aux PME, donc elle peut aussi être donc, utilisée par les banques pour venir en aide et pour assister les entreprises, surtout pour des crédits de fonctionnement, des crédits d'exploitation, pour, disons, subvenir à des besoins qui assurent la pérennité. Mais faut-il que cette entreprise ou cette TPME remplisse les conditions d'éligibilité? Alors, les conditions d'éligibilité précisent que pour dire qu'une entreprise est impactée par le Covid ou par cette pandémie, il faut qu'elle ait connu une dégradation de son chiffre d'affaires de 25% entre mars 2019 et mars 2020 et plus de 40% entre avril et avril. Donc, il faut qu'il y ait une dépréciation ou une dégradation de chiffre d'affaires pour prouver qu'il y a quelque part un impact financier sur l'entreprise. Est-ce que Sida Baby, vous avez une idée, pardon Sida Baby, est-ce que cette notion d'entreprise sinistrée qui a été limitée, donc, comme vous l'avez bien dit, à 25-40% selon que ça soit le mois de mars ou le mois d'avril, est-ce que, si vous avez une idée naturellement pour savoir est-ce que nos taux sont intéressants ou pas, est-ce que benchmarkant cela avec d'autres pays, nous sommes considérés comme étant comme ayant opté pour des titres, pour des pourcentages très intéressants pour les PME? Oui, bon, en ce qui nous concerne, de moi, je peux dire que ça couvre une bonne partie parce que bien que c'est encore tôt pour c'est la moitié quand même. C'est encore tôt pour pouvoir le juger parce qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas, qui commencent à ressentir la dépréciation et le risque maintenant. C'est pendant ce jour. On n'est pas encore en phase de... Et tout dépend du secteur d'activité. Mais comparant, disons, aux pays de voisinage, tels que surtout la France, je pense que ça a été quelque part très proche en termes de fixation des critères d'éligibilité. Mais en ce qui concerne la quantité, j'aimerais parler quand même de la quantité de financement, c'est-à-dire le montant de crédit, le plafond de crédit. Le crédit peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires ou 3 mois du chiffre d'affaires. Donc, c'est un plafond. Et actuellement, le projet de circulaire qui a été élaboré par la Banque centrale dit que c'est un plafond d'1 million de dinars. Donc, normalement, on ne devrait pas dépasser, bien que c'est encore donc, un projet et probablement, on serait appelé à aller au-delà de ce montant-là. Donc, aussi pour ce que de la ligne de 500 millions de dinars, ligne de financement décrétée par le gouvernement, probablement, il va y avoir une révision. Et on en parle déjà hier. J'étais dans un webinaire. Donc, Madame Sonia Zorlem avait parlé, qui est directrice de financement, d'un déplafonnement qui peut aller jusqu'à 1,5 milliard de dinars en faveur de tous les secteurs d'activité. Voilà en ce qui concerne les mesures et en ce qui concerne le décret. Mais j'aimerais quand même vous parler un peu de l'expérience de la STB
en la matière. Qu'est-ce qu'on a fait en faveur de cette société? On a créé un comité Covid qui statue quotidiennement sur les demandes. Et d'ailleurs, j'aimerais partager avec vous un petit échantillonnage qu'on a fait au sein de la clientèle de la SDB grâce à un questionnaire qu'on avait lancé à travers notre business center. Et l'échantillon a comporté 800 demandes formulées par les TPME et qui totalisent un besoin de 350 millions de dinars. Donc, sur les 800 demandes, il y a pratiquement 650 demandes qui touchent des entreprises ayant un effectif inférieur à 50 personnes. Donc, c'est plutôt des PME ou même des TPE. C'est des petites entreprises donc, qui viennent chercher du soutien. Il y a plus de 50% qui touchent le secteur commercial et services et 35% touchent le secteur industriel. Aussi, nous, à travers ce comité quotidien, donc, on a voulu donc, venir en aide pour assister régulièrement et quotidiennement les besoins les plus urgents, entre autres les règlements de salaire, entre autres les règlements de loyer, entre autres les besoins les plus nécessaires pour assurer la pérennité de ces entreprises. Bien évidemment, on est toujours à l'écoute et je pense qu'il y a pas mal de propositions qui ont été formulées, qu'elles soient à la Banque centrale ou aux différentes instances de décision, pour que aussi certaines autres entreprises, types d'entreprises peuvent être touchées par ces mesures. Si on limite l'intervention à des entreprises non classées, 0,1, malheureusement, on risque d'exclure d'autres entreprises qui, bien que classées, font de l'emploi et font de la richesse, et créent de la richesse et sont en activité. Donc, on a lancé le message que probablement, je peux citer le cas du tourisme, là, le tourisme, dont pratiquement plus que 2/3 des hôteliers ou des créances touristiques sont classés. Donc, si on va se limiter ou limiter le champ d'intervention aux créances courantes, 0 et 1, on va malheureusement, on risque d'exclure cette couche qui, à mon sens, bien évidemment, c'est du cas par cas, mais il faut quand même ouvrir plus de champs d'intervention pour faire bénéficier de ce soutien à ces entreprises. J'aimerais, M. Aslan, ouvrir une petite parenthèse aussi, que l'intervention, et je rejoins l'avis de Mme Benirlen tout à l'heure en ce qui concerne l'equity, il ne suffit pas, parce que là, c'est des solutions plutôt, je dirais, provisoires, qui répondent aux besoins des entreprises en termes de paiement, en termes d'urgence, en termes de crédits de fonctionnement, des crédits d'exploitation, mais le plus important, c'est les fonds propres, c'est la structure du capital. Et là, c'est l'investissement donc, en capital, c'est le private equity, c'est l'appel des fonds. Donc, je dirais qu'il est temps à ce qu'on fasse une rupture, à ce qu'on migre vers d'autres modèles de financement, entre autres, encourager davantage tout ce qui est equity, tout ce qui est donc quasi-equity, l'intervention à travers des OCA, à travers du crowdfunding, pourquoi pas aussi revoir les SICAR et leur mode de fonctionnement afin de créer plus de matelas de soutien aux entreprises et de leur permettre de venir restructurer certaines entreprises. Parce que je dirais qu'il va y avoir de répercussions très néfastes sur la structure des entreprises post-Covid. Donc, faut-il dès maintenant engager cette réflexion en ce qui concerne les mesures à mettre en œuvre en faveur des entreprises pour ce qui est de solutions structurelles afin de sauver le maximum et d'assurer une meilleure pérennité à notre tissu économique et à nos entreprises. Et merci pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous. On reste toujours sur le secteur public. Donc, parmi nos panélistes, on a aussi un banquier qui a commencé, cette banque-là a commencé avec une casquette de banque offshore et puis elle a eu sa succursale résidente. Donc, je voudrais m'adresser pour avoir une idée sur, y a-t-il eu
un traitement des PME offshore en Tunisie. Et puis, les mesures que vous avez prises d'une manière générale suite aux décisions du gouvernement. Là, Sida Baby vient de faire allusion malheureusement aux entreprises classées du secteur du tourisme, au cas par cas, lequel secteur va ressentir profondément cette crise, pas aujourd'hui ou le mois d'avril, mais probablement dans un mois ou deux. Donc, c'est une situation vraiment casuistique pour ce secteur-là. Si, Carly. Merci, maître. Votre question est vraiment d'importance. Et je dirais, si on était dans un épisode de Game of Thrones, je vous dirais qu'après un long hiver, la Tunisie s'apprête petit à petit à reprendre vie normale. Nous, l'hiver a été très long parce qu'il n'a pas commencé avec le confinement. On oublie qu'on était dans une économie malade, dans une économie souffrante, dans une économie à bout de souffle, peut-être depuis 20 ans. Et donc, dans cette économie qui était extrêmement fragile, est venu un phénomène totalement, j'allais dire, nouveau, qui est venu nous heurter. Un phénomène nouveau par beaucoup d'ampleur. La première d'entre elles, c'est que ce virus était lent à se développer chez son hôte, mais était extrêmement rapide à se développer d'un individu à un autre. Et cela nous a amené à changer complètement nos méthodes de vie et nos méthodes de travail. Le confinement a permis de maîtriser l'épidémie, mais le confinement a eu des répercussions sociales et économiques fortes pour les entreprises résidentes et pour les entreprises non résidentes. Sur le tissu industriel tunisien, qui comprend à peu près 8000 entreprises, dont 3500 entreprises non résidentes, il faut garder à l'esprit que la plupart d'entre elles sont petites. La plupart d'entre elles sont fragiles et la plupart d'entre elles n'ont pas les moyens de soutenir une activité par leurs fonds propres plus de quelques semaines. C'est pour cela, et vous avez raison, les institutions financières sont là pour leur accorder davantage de facilité, davantage de soutien, davantage de crédit, qu'ils soient garantis ou pas par l'État dans cette période difficile. Mais là aussi, on ne doit pas se tromper de combat. Très souvent, on pense que les banques, ce sont que des organismes de crédit. Je tiens à vous rappeler que les banques sont là avant tout pour pérenniser le dépôt des gens. Et dans notre activité, on fait très attention d'être au contact de nos clients, d'être au soutien de nos clients, mais de tous nos clients épargnants comme nos clients demandant des crédits. C'est pour cela que, quelle que soit notre volonté de bien faire, nous devons toujours faire attention à pouvoir permettre à tous nos épargnants de reprendre leurs dépôts quand cela est demandé par eux-mêmes. Cela dit, je crois qu'au sein de Banque ABC, comme dans la plupart des banques de la place, pour ne pas dire toutes, nous avons des gens sur le terrain compétents qui connaissent bien leurs clients et nous sommes en train de faire confiance à ces gens du terrain. Nous sommes en train de faire remonter l'information. Nous avons des sites dédiés, des lignes dédiées pour prendre des demandes et nous avons beaucoup de souplesse dans l'application. Mon collègue Lotfi Dabeb a énuméré un certain nombre de mesures que l'État s'est proposé à faire et dans lesquelles on a commencé à appliquer. Je tiens quand même à rappeler que tout État, qu'il soit tunisien ou autre, aura par essence des moyens limités et ne pourra pas faire face à toutes les demandes. Je crois que la vraie question qu'on doit se demander aujourd'hui, c'est est-ce que ces moyens qu'on a mis en place sont en train de fonctionner et de bien fonctionner? Moi, quand je vois l'énumération de mesures que soit le chef du gouvernement avec beaucoup de courage, soit le ministre des Finances avec beaucoup de témérité ont annoncé, elles sont intéressantes dans l'absolu et elles auraient été peut-être être suffisantes dans une économie qui n'était pas malade avant. Mais elles sont à peine suffisantes pour juguler les difficultés actuelles. Mais le plus grand problème qu'on a, c'est leur application. Nous avons un fonds de 300 millions de dinars pour aider au chômage technique. Là, j'interpelle les chefs d'entreprise. Combien de ces millions sont arrivés aux entreprises jusqu'à présent? Très peu, pour ne pas dire aucune. Nous avons un fonds de 500 millions pour aider les PME. Combien de ce fonds est arrivé et quelle est la rapidité pour qu'il arrive aux PME?
elle n'existe pas. Et je crois qu'au-delà des mesures d'annonce sur des montants et sur des actions, il faut qu'on apprenne à agir vite et à agir d'une manière guidée. C'est pour cela que moi, je vais être très pragmatique. Moi, je vois notre problème comme un problème très, très important et que nous pourrons le traiter que par trois étapes et trois étapes importantes. La première étape, et vous l'avez souligné, et Lotfi l'a souligné, et la Boussaïna l'a souligné, et Hichem l'a souligné, il faut qu'on agisse vite pour ne pas tuer le tissu industriel et économique tunisien. Il faut qu'on soutienne les entreprises avec, encore une fois, ou sans la garantie de l'État. Parce que tout le monde se focalise sur la garantie de l'État. Nous, au sein de Banque ABC, nous avons sécurisé à peu près 200 millions de dinars de ressources venant de nos actionnaires pour pouvoir les redéployer intelligemment auprès des sociétés. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que les sociétés vivent, qu'elles continuent à payer leurs salariés pour que nous, industrie financière, nous continuions à bien nous porter. Il ne peut pas y avoir une industrie financière bien portante avec des entreprises qui sont malades. Donc, il est indéniable que dans les 3 mois qui viennent, on doit prendre des mesures et des mesures rapides de soutien, comme celles qui ont été prises et peut-être à plus grande échelle. Mais cela ne m'amène à une deuxième étape, et je crois que Lotfi aussi l'a souligné, il faut qu'on réinvente notre modèle économique en Tunisie. Je crois qu'à chaque crise, mes amis entrepreneurs se retournent vers les banques et vers l'État. C'est très bien, mais quand même, avant qu'il y ait des années difficiles, il y a eu des années grasses. Et moi, ce que je constate, c'est qu'en Tunisie, contrairement à d'autres pays où j'ai eu l'occasion de travailler, on a souvent des entrepreneurs riches, mais on a souvent des entreprises pauvres. Pourquoi? Parce qu'on a eu des politiques de dividendes extrêmement généreuses dans les années de bien-être. Et si bien qu'à chaque fois qu'on a une crise, on se retrouve avec des entreprises exemptes. Et il faut peut-être qu'on réfléchisse tous ensemble à des modèles où les fonds propres des entreprises sont plus soutenus, où on ne réfléchisse pas à des garanties hors projet, mais à des entreprises avec des cash flows, avec des fonds propres, avec des plans d'activité qu'on puisse financer. Donc ça, ce n'est pas pour nous dédouaner de notre action à mener aujourd'hui et vite. Il faut qu'on mène une action aujourd'hui et vite. Mais aussi, nous devons aider nos entreprises à affronter l'avenir selon des modèles qui sont un peu différents. Puis le troisième point de mon plan est vraiment de réécrire la politique industrielle et commerciale de la Tunisie. L'Europe, qui est un marché naturel pour nous, est aujourd'hui extrêmement dépendante de l'Asie. Je pense que pour des raisons stratégiques pour l'Europe, cette dépendance sur l'Asie va diminuer. Jusqu'à quand les États européens accepteront que dans un ordinateur, plus de 90% des composants viennent d'Asie? Je pense qu'elles ne l'accepteront plus. Jusqu'à quand elles vont accepter que l'ensemble des médicaments viennent d'Asie? Je crois qu'elles ne l'accepteront plus. Jusqu'à quand elles vont accepter que leurs habits viennent essentiellement d'Asie? Je crois qu'elles ne l'accepteront plus. C'est de notre rôle à tous, opérateurs industriels, opérateurs financiers et États, de réfléchir tous ensemble à une nouvelle politique industrielle sur ces secteurs-là ou sur d'autres qui nous permettent d'affronter plus fortement les marchés européens. Et à ce moment-là, non seulement on doit commencer à réfléchir aujourd'hui à des mesures concrètes pour soutenir les entreprises dans les 3 ou 6 prochains mois, parce que la seule certitude que j'ai, moi, c'est que la crise va durer, que le virus va être parmi nous, qu'on doit apprendre à s'adapter et à vivre avec. Et s'adapter et vivre avec, c'est travailler autrement dans les mois et les semaines à venir. Et donc, quelle que soit l'aide qu'on va amener, c'est une aide qui ne devra pas durer 2 ou 3 semaines, qui va durer des mois. Et c'est une aide qui doit avoir un deuxième souffle avec des vrais fonds pour des vrais investissements à long terme en Tunisie. On doit rebâtir notre capacité industrielle et financière. Pour résumer ce long discours, et je m'en excuse, je crois que comme l'ont dit mes collègues avant moi, que ce soit la Boussaïna, Hichem ou bien Lotfi, nous, le secteur bancaire, le secteur financier, le secteur du leasing, on va être aux côtés des entreprises qu'on a soutenues et qu'on va continuer à soutenir. On a mis toutes les hotlines pour pouvoir répondre à leurs demandes. Et je vous confirme, on les soutiendra avec les aides de l'État et sans aide de l'État.
mais nous devons tous aussi ensemble commencer à travailler pour qu'on bâtisse un nouveau système de relations entre l'entreprise et les banques, bâti sur des entreprises plus solides et bâti sur une stratégie industrielle et commerciale différente. Merci, merci Sali pour ces réflexions très intéressantes. Surtout, je retiens deux réflexions que vous avez faites. L'une est liée au profiling, on va dire, de l'entrepreneur tunisien qui est très riche, mais avec une entreprise pauvre, malheureusement. Et l'autre est liée à reconcevoir et voir autrement. Et d'ailleurs, la Connect l'a toujours dit, voir autrement l'histoire commerciale, mais l'industrialisation du pays d'une manière différente. Je vois qu'il y a plusieurs questions écrites qui sont très intéressantes. Menel Thebet, Mahdi Pouli, etc. Je commençais par une question qu'a posée Menel Thebet parce que tout à l'heure, et Sir Khan, il a dit aussi que nos entreprises, déjà depuis belle lurette, ont des difficultés de trésorerie, bien avant cette crise. Et donc, elles étaient déjà malades et affaiblies. Et donc, ces problèmes de trésorerie d'un mois ou deux peuvent anéantir une société. Si sous d'autres cieux, elles peuvent la fragiliser un peu, mais là, elles peuvent l'anéantir. Et OK, le gouvernement a mis en place des mesures, mais lorsqu'on entend la dernière déclaration qu'a faite le ministre des Finances, lorsqu'il a dit que malheureusement l'État sera incapable de payer ses dettes, allusion faite aux dettes des fournisseurs, aux dettes des entreprises publiques, qui elles aussi ont des fournisseurs, aux dettes de plusieurs secteurs tels que le BTP. Là, c'est un message malheureusement qui va se ressentir et qui va affecter les entreprises qui préfèrent, disons-le clairement aujourd'hui, qui préfèrent être remboursées de leurs créances qu'être mal accompagnées en période post-Covid. Aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs qui peuvent relever l'économie tunisienne. Tout à l'heure, Mme Boussaïn a fait allusion au financement en quasi-equity et elle a fait allusion à des secteurs stratégiques. Je voulais m'adresser à elle pour connaître quels sont ces secteurs stratégiques, sachant qu'aujourd'hui, une bonne partie du financement devrait aller au secteur, disons, très à valeur ajoutée, à très forte valeur ajoutée, comme les biotechnologies, les nanotechnologies. Si Mahdi Prouli en a fait allusion. Quels sont ces secteurs stratégiques, Mme Bouffaï? Non, le son. Activez le micro, s'il vous plaît, madame. Voilà. Merci encore une fois et merci pour les réactions. D'une part, je suis en train de voir en même temps dans la partie conversation les questions et les réactions des participants. Et merci à mes collègues qui ont fait des interventions intéressantes et importantes, soit du domaine bancaire, soit du domaine leasing, et pour comprendre financer la PME, on en a besoin de financement bancaire, financement en capital, et donc tout type de financement est important. Maintenant, revenons à la question, quels sont les secteurs stratégiques? Effectivement, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de ce mécanisme, de ce fonds d'investissement pour le financement des PME, des secteurs stratégiques, j'ai dit que ce mécanisme est un mécanisme post-Covid, c'est-à-dire qui va aider les entreprises à pouvoir se relancer et à pouvoir chercher leur croissance d'une manière rapide juste après cette crise. Et donc, comprenez bien que la CDC s'est penchée effectivement sur la finalisation de la structuration de ce fonds. Nous sommes accompagnés actuellement par un cabinet de conseil pour faire cette structuration d'une manière rapide. Structurer un fonds pareil en temps normal, ça prendra plusieurs mois. Je dirais même ça peut dépasser l'année. Mais le faire dans ces conditions-là, dans ce contexte aussi fragile, on a fait le pari et le défi et le challenge de le structurer au plus tard dans 2 mois et demi. Et donc, vous comprenez maintenant que toute l'équipe au niveau de la CDC,
accompagné par le cabinet de conseil, mais aussi soutenu par Tunisia Jobs. On est en train de travailler jour et nuit pour bien identifier les conditions d'éligibilité, tenant compte du contexte de création de ce fonds, c'est-à-dire comment maintenir les sociétés à flot et préserver l'emploi, ainsi que l'établissement de la procédure du traitement des dossiers, qui devrait être rapide, tout en prenant en considération les diligences nécessaires. Ça veut dire que la célérité, on veut bien faire les choses très rapidement, mais la célérité ne devrait pas nous faire oublier de développer en détail le volet gouvernance du fonds et de définir clairement les secteurs prioritaires les plus touchés par le Covid. Donc, ce n'est pas à nous seulement de définir ces secteurs-là. Nous sommes en train de collecter les demandes. Comme vous le savez, que nous travaillons en concordance avec le ministère des Finances, qui dispose déjà d'une cellule de suivi des entreprises affectées et sinistrées par cette crise sanitaire et qui a déjà mis une plateforme numérique pour collecter les demandes des PME. Et donc déjà, rien qu'avec cette collecte, nous aurons une idée très claire sur les secteurs les plus sinistrés et du coup viser ces secteurs-là. Et d'ailleurs, pour votre information, depuis le lancement de cette plateforme, il y a à peine une semaine, nous avons reçu plus d'une centaine de requêtes. Donc, et on est sûr que ce nombre-là va être multiplié par 10, 20, 30, une centaine de fois. Donc, pour vous dire qu'on sait très bien que c'est une demande énorme. Les participants là ont évoqué les secteurs agriculture, commerce international, artisanat, agence de voyage, agence maritime et autres. Moi, je dirais aujourd'hui, la plupart des secteurs sont sinistrés. Bien entendu, on ne peut pas viser tous les secteurs, c'est impossible. Mais néanmoins, ce que je peux vous rassurer, c'est que lors de la structuration que nous sommes en train de faire, on est en train de structurer ces fonds-là de sorte à répondre au maximum des demandes et des requêtes, quel que soit leur niveau. Comme vous l'avez bien dit, Maître Berjab, au début, que la CDC adresse généralement les grands tickets. Ça, on le fait d'une manière directe, mais les petits tickets et les moindres sont adressés par nos partenaires, sociétés de gestion de fonds, et nos partenaires, les sociétés des institutions de microfinance et autres. Donc, on a les mécanismes qui nous permettent de focaliser ces ressources-là vers nos partenaires qui prendront le relais pour pouvoir aider les entreprises, quel que soit leur type. Néanmoins, à côté de ces mécanismes-là, nous pouvons rappeler que la CDC est aussi soucieuse de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et du développement du secteur financier en général. Et d'ailleurs, à titre d'information, la CDC a investi dans une société qui s'appelle Mitigant et qui a mis en place le premier crédit bureau en Tunisie selon les meilleurs standards internationaux, CRIF. Et ce système-là est prêt depuis le début de l'année. Et nous considérons que le contexte économique et financier actuel est favorable pour sa mise en œuvre afin de faciliter l'accès au financement. Comment ça se fait? En offrant des données riches pour l'évaluation de la solvabilité et le scoring basé sur des méthodes scientifiques pour l'estimation du risque de crédit. Et ce scoring-là peut être considéré comme une garantie morale qui remplace les garanties réelles. Parce que l'une des questions qui a été demandée, le secteur des TIC et le secteur des startups ne disposent pas de garanties réelles auprès pour accéder au financement bancaire. Et donc, généralement, ce sont des freins pour l'accès, surtout pour ces jeunes, pour ces primo-entrepreneurs. Et donc, il a été prouvé dans plusieurs pays que le crédit bureau a pu faciliter l'accès au financement aux PME dans plus de 170 pays dans le monde entier. Et donc là, en l'occurrence, je salue Tunisie Leasing
qui a déjà adhéré à ce crédit bureau, ABC Bank aussi. La STB et les autres banques pourront aussi adhérer prochainement, nous l'espérons, pour disposer d'un outil essentiel pour une bonne gouvernance des risques. Et ça, c'est très important, notamment si on a des freins par rapport à la classification pour accéder au financement. Et donc, nous, en tant que caisse, nous agissons en background pour appuyer et soutenir là où la situation est contracyclique. Et donc, lorsqu'on a accédé et lorsqu'on a parrainé ce projet-là, parce que c'est un projet qui va permettre aux PME d'accéder au financement et de pouvoir avoir accès à des crédits pour leur entreprise. Néanmoins, pour finir par rapport à ce que je venais de dire, je voulais donner quand même une note positive. C'est grâce à cette pandémie, c'est grâce à cette crise que nous avons pu voir plusieurs solutions scientifiques et technologiques viables qui répondent aujourd'hui aux besoins du secteur de la santé, mais demain, ça pourrait répondre à n'importe quel secteur, agricole ou autre. Et nous avons nous-mêmes saisi cette occasion avec la collaboration interministérielle conjointe avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec le ministère de la Santé publique, le ministère des Technologies et le ministère de l'Industrie et des PME. On a voulu soutenir les solutions scientifiques et technologiques viables qui peuvent répondre en premier lieu aux besoins du secteur de la santé. Et ça a été fait via une plateforme, c'est la plateforme tunisienne de recherche et de développement. Et grâce à ça, ça a été concrétisé par une foire virtuelle réalisée le 14 avril 2020. Et c'était une première en son genre à l'échelle internationale et qui nous a permis de collecter plus d'une centaine d'initiatives et de projets appliqués à la lutte contre la pandémie, visant à promouvoir les solutions technologiques made in Tunisia et par des Tunisian brains. Donc, c'est important de le dire aujourd'hui. C'est vrai que cette crise, elle est très lourde. Elle va être très lourde pour notre économie, mais rendons-la en opportunité. Aujourd'hui, l'opportunité, c'est vers tout ce qui est technologique, c'est tout ce qui est numérique. Nous avons appris à travailler tout en étant chez soi, mais notre productivité est la même, si ce n'est pas plus. Moi, je donne rien que l'exemple de la CDC. Ça fait maintenant presque 2 mois, depuis le 17 mars, nous sommes en télétravail et c'est une productivité qui dépasse, qui est aux alentours de 100% et ça nous a permis de tester et de revoir d'autres paradigmes, d'avoir d'autres démarches. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'institution, on va changer sûrement. Nos entreprises aussi ont cette opportunité. C'est vrai que la donne est très lourde, mais saisissons-la en opportunité pour pouvoir avancer pour notre économie. Merci. Très bien, c'est clair. Merci, merci. Je salue le travail de la CDC, même si en termes de communication, étant en rapport avec les opérateurs économiques, je trouve qu'il faudrait que la CDC communique plus sur ses réalisations. Là, je vois que vous faites allusion à un workflow très fluide entre la CDC, les banques et le ministère des Finances. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve entre le marteau et l'enclume, entre ne pas vouloir se précipiter, mais entre la situation compliquée de nos opérateurs économiques. C'est vrai que la qualité de l'exécution est importante, mais la célérité est aussi importante dans cette situation de crise où déjà on sent qu'il y a des entreprises qui ont commencé à libérer certains de leurs employés. J'ai vu que Sizral a demandé la parole. Je ne sais pas si Hichem, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Mme Bouthaïna, ou on peut passer sur une question adressée par Karim Blaraïba à Sida Bébé. Si Hichem? Oui, en fait, je voulais, dans la continuité de ce que disait Ali ou Mme Benyarren, il est important de travailler sur une échelle
de temps à court terme et à moyen et long terme. D'abord, sur le court terme, on a bien parlé des mesures prises par le secteur financier et par le gouvernement. Et Saadi avait souligné aujourd'hui que les mesures prises par le gouvernement n'ont pas été fructueuses jusque-là. Je pense que l'État a été trop ambitieux en brassant très large et il ne peut pas aujourd'hui venir à l'aide de tous les secteurs d'activité, de toutes les entreprises impactées. Il est important, je pense, de faire des choix pour consacrer cette enveloppe qui est très réduite déjà aux entreprises les plus sinistrées, aux secteurs les plus sinistrés. Ensuite, il faudrait que l'État sorte de ses process habituels face à une situation particulière où il y a un afflux de demandes et de problèmes. Si l'État continue à fonctionner, l'administration continue à fonctionner avec le même mode opératoire, clairement, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Donc, il va falloir réfléchir out of the box pour trouver des solutions. Pour ce qui est des entreprises, je pense qu'il faut engager des réflexions sur des réformes à moyen et long terme qui touchent à la fois l'apport en capital des entreprises, le financement et puis également le marché. Sur l'apport en capital, tout en continuant à développer des mécanismes de financement de capital par la CDC, par le private equity, etc., il faudrait penser peut-être à créer des mécanismes d'incitation pour garder les résultats dans les sociétés. Ali disait tout à l'heure, nous avons des entreprises pauvres, mais des entrepreneurs riches. Il faudrait peut-être pousser par des mesures incitatives et non pas répressives les entreprises à être plus transparentes, à garder une bonne quantité des résultats au sein de l'entreprise, peut-être par des réductions d'impôts sur les résultats des entreprises tout en pénalisant un peu plus les dividendes, de sorte que l'entreprise ait moins besoin de capital extérieur et de la sorte, elle devient plus transparente, plus solide. Elle pourra prétendre à plus de financement des banques, lesquelles banques aujourd'hui, en l'absence de transparence et vu la fragilité des entreprises, se rabattent sur les garanties. Demain, si nous avons des entreprises plus solides, si nous avons de l'information, comme le disait Mme Ben-Yerlen, à travers un crédit bureau qui brasse tous les secteurs d'activité, qui donne une information sur le profil payeur d'une entreprise, si on arrive à interconnecter nos systèmes d'information dans les banques et les établissements financiers avec ces crédits bureaux, avec la Banque centrale, on pourra avoir plus d'informations, plus de visibilité et par conséquent, on peut mieux juger la capacité de remboursement d'une entreprise et le secteur financier sera moins demandeur en conséquence de garantie. Et d'ailleurs, si on veut pousser la digitalisation qui favorise l'accès au crédit à l'entreprise, surtout celle qui est très éloignée dans les régions les plus défavorisées, si on veut leur faciliter l'accès au crédit, il faut travailler sur la digitalisation. Et je pense que pour passer à la vraie digitalisation, si on n'a pas de système de base de données, d'information, je pense qu'on ne peut pas aller très très loin dans la digitalisation. Le jour où le client se limite à saisir son identifiant sur le portail de la banque sans donner aucun document, parce que la banque a accès à une centrale de bilan, à une centrale d'information par ailleurs qui lui permet de ne rien demander à son client, à ce moment-là, on peut parler de vraie digitalisation et on pourra améliorer la qualité de réponse et de service de nos établissements pour la clientèle. Dernier point sur le volet marché. Quand on voit un pays voisin, proche de nous culturellement et économiquement, qui est le Maroc, ce qu'ils sont en train de faire pour ouvrir des marchés aux entreprises, malheureusement,
nous sommes en train de passer à côté de beaucoup d'opportunités, que ce soit vis-à-vis des marchés africains ou même vis-à-vis des marchés européens que nous sommes en train de perdre au profit du Maroc. Donc, il est impératif de travailler sur les trois niveaux capitaux, accès au crédit et accès au marché pour nos entrepreneurs, pour qu'on puisse revenir dans un cycle plus favorable à moyen et à long terme. Très bien, très bien. Vous avez fait, merci Hichem, vous avez fait allusion donc naturellement à notre comparaison classique et historique qui est le Maroc, pays proche de nous, vous avez dit culturellement et économiquement, mais loin de nous politiquement. Et je trouve que cet aspect est très important aussi parce que je trouve que la volonté et l'orientation politique ne sont pas à la hauteur des défis auxquels doit faire face le pays. Donc c'est cette inadéquation qui fait que peut-être il y a une différence de développement entre ces deux pays sur cet aspect-là. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à est-ce qu'on doit financer l'entreprise pour qu'elle soit solide ou est-ce que c'est les entreprises solides qui peuvent aller accéder directement au crédit? Ça me rappelle l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce qu'on va la financer avant pour qu'elle puisse donc, accéder au crédit ou c'est le contraire? C'est une question aussi à discuter. Je trouve qu'il y a plusieurs opérateurs économiques qui veulent avoir rapidement accès au crédit sans se soucier de faire le ménage au niveau de l'entreprise. Et parfois aussi, on est compréhensif par rapport à une situation critique, comme l'est le secteur du tourisme. D'ailleurs, si Karim Belaïb pose la question à Sida Baby par rapport au tourisme, et il estime qu'il n'est pas concerné par la ligne de crédit, pourriez-nous nous éclairer, Sida Baby, à propos de l'exclusion du tourisme de la ligne de crédit? Non, vous m'entendez? Voilà. Parfaitement. Tout à fait. Donc, justement, j'aimerais corriger, j'en ai vu la question, eh ben, les lignes de financement qui ont été décidées, décrétées par le gouvernement, n'excluent pas le tourisme. Donc, elles sont destinées à tous les secteurs d'activité sans exception. Et d'ailleurs, j'ai argumenté pourquoi on compte relever le montant de 500 millions de dinars à 1,5 milliard. Parce que, en fait, il était question au départ, je pense, il était proposé de consacrer une ligne au tourisme, sauf que par la suite, étant donné pour assurer une optimisation de l'utilisation de cette ligne, donc on est parti sur une ligne globale et dont le tourisme peut en fait introduire les besoins exprimés par les hôteliers. Sauf que il y a certaines caractéristiques et certaines spécificités, entre autres le report des échéances va donc porter sur une année et non pas sur 6 mois, donc à la différence des autres secteurs. Donc la première donc, échéance va avoir lieu, et je parle donc compte tenu de la dernière réunion et le déroulement de la dernière réunion en présence de Monsieur le ministre du Tourisme et du gouverneur. Donc, il était question de proposer à ce que la première échéance intervienne au mois de juin 2021. Donc, c'est un report de plus d'une année et non pas de 6 mois uniquement. Donc, à la différence des autres entreprises. Et aussi, il y a lieu de solliciter une bonification en faveur des hôteliers sur les intérêts à payer. Donc, ça va. Donc, la ligne de financement qu'on a mise en place, elle englobe tous les secteurs, sans exception, y compris le tourisme, mais avec des caractéristiques et des spécifications relatives au secteur touristique en question. Très bien. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse, si vous permettez, Maître. J'invite les hôteliers et les responsables donc, du secteur à participer. On compte organiser un webinaire mercredi prochain, le 20, Inch'Allah, le 20 soir, à 21h, en faveur donc, qui porte sur le tourisme, la transformation du secteur touristique et qui sera donc, on aura donc, la chance d'avoir avec nous Monsieur le ministre du Tourisme et Monsieur le gouverneur de la Banque centrale.
Très bien. Donc, c'est le tourisme au sens large du terme avec l'hôtellerie ou l'hôtellerie. On va focaliser sur la transformation que devrait connaître le secteur touristique. Parce qu'on a en fait, on a testé des applicatifs, des API en faveur du touriste. Et là, ça rejoint l'idée qu'a évoquée Mme Benirlen tout à l'heure en ce qui concerne la digitalisation des moyens de paiement qui doit quand même prendre place en cette occasion. Et aussi, faut-il réfléchir sur l'aspect inclusion financière parce qu'on a tellement besoin aujourd'hui à ce qu'il y ait plus d'attraction de sociétés, de entreprises qui agissaient autrefois dans l'informel. Donc, je pense qu'avec l'utilisation de plus en plus du digital, de moyens modernes de paiement, ça va permettre l'inclusion davantage de ces entreprises. Très bien. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Sir Ali Kol et je ne sais pas si on a eu la réponse ou pas, ou c'est moi qui l'ai raté, par rapport aux entreprises non résidentes, aux entreprises offshore, parce que malheureusement, avec la réglementation de change, il y a un problème au niveau du financement. Est-ce que vous avez eu à discuter cette question avec la Banque centrale? Est-ce qu'il y a des mesures particulières liées au Covid ou pas? Je vois que parmi les participants, il y a certains étrangers aussi, donc détenant des entreprises étrangères, des entreprises tunisiennes non résidentes en Tunisie. Est-ce qu'il y a des mesures liées à cet aspect? Merci, maître. Bon. Avant de répondre à votre question, on m'a attribué la paternité d'avoir dit on a des entreprises pauvres et des chefs d'entreprise riches. Je n'ai pas dit ça dans l'absolu. J'ai dit souvent on avait des entreprises. Donc, mes propos ne s'adressent pas à toute la communauté, mais peuvent s'adresser à certains cas particuliers. Pour être plus précis sur votre question, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réunion avec notre superviseur pour parler des sociétés non résidentes proprement dit. Mais moi-même, qui ai la chance d'être à la tête de 2 franchises, d'une banque résidente et d'une banque résidente, je peux m'adresser à nos clients non résidents et même aux gens qui ne sont pas nos clients et qui sont non résidents, et nous sommes prêts à regarder toutes leurs demandes de besoins financiers dans cette période difficile, même s'il n'y a pas de garantie de l'État. Encore une fois, en tant que partenaire financier, nous sommes là pour être à côté des entreprises. S'il y a la garantie de l'État, tant mieux. S'il n'y a pas la garantie de l'État, nous sommes là aussi pour aider nos partenaires et leur permettre de survivre dans cette période difficile pour bien vivre par la suite. Donc, si on a des interlocuteurs venant d'entreprises offshore et s'ils ont des besoins particuliers, je pense que Banque ABC, comme les autres banques, seront là pour les écouter et répondre à leurs besoins. Très bien, merci. On a encore 15 minutes. Je ne sais pas si je peux interagir avec la salle. J'ai vu Douja demander la parole. Si Hichem, vous avez demandé la parole, mais vous avez oublié d'abaisser votre main ou vous avez la redemandé? Pardon, je pense. C'est pas grave. Douja, dites-moi si vous avez une question particulière, parce qu'on n'a plus le temps. Donc, on prendra 2 à 3 interventions. Et sinon, on sera obligé donc de dépasser l'heure qui nous est allouée. Voilà. Oui, très rapidement, c'est pour 2 remarques en fait que je voudrais apporter. Si vous pouvez vous présenter tout d'abord, s'il vous plaît. Douja Ralbi, donc je suis membre fondateur de la Connect et chef d'entreprise et je suis actuellement à la tête d'un accélérateur. Je veux soulever 2 points. D'abord, est-ce que tout à l'heure, Sitar qu'il a parlé de Merkier, on a beaucoup travaillé sur la santé de la PME et j'aime bien rebondir sur les sociétés pauvres de Sia Ali que je partage parfaitement puisque je les vois, je les côtoie tous les jours. Je me pose la question avec tout ce qu'il y a comme aujourd'hui financement disponible, puis de la préparation de l'entreprise à prendre à accéder à ces financements parce que aujourd'hui avoir un financement mais ignorer ses capacités par exemple de remboursement ou ses capacités à convaincre son financeur ou son banquier pour accéder à ce financement reste une question très très importante.
nécessite énormément d'accompagnement et de préparation pour accéder au financement, sachant que je pense qu'on a en Tunisie, et je le vois très souvent, des entreprises mal organisées qui ne sont pas vraiment attractives pour accéder au financement. Et puis, qui rejoint justement la même chose, c'est qu'aujourd'hui, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de pas mal des speakers d'aujourd'hui qui ont parlé du renforcement des fonds propres. Et puis aujourd'hui, le financement aussi est en train de changer. On ne peut plus parler seulement de financement bancaire. Et il faudrait qu'il y ait plus d'equity et plus de financement alternatif. J'ai noté le passage de Lutfi en disant, il a parlé de crowdfunding et c'est très important. On a besoin aujourd'hui de finances alternatives, on a besoin de crowdfunding, de business angel. On avait même pensé avec Aslen en préparant ce webinaire de parler aussi de la finance alternative, mais bon, on a un panel très riche, ça ne nous permettait pas de le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le modèle de financement ou la manière de financer l'entreprise est en train de changer et doit changer parce qu'on a besoin de renforcer justement plus les fonds propres. Un crédit, il faut de toute façon le rembourser. Et puis, pour savoir si on peut le rembourser ou pas, ou est-ce qu'on a intérêt à aller vers un crédit ou pas, il faut déjà bien organiser l'entreprise, avoir tous les éléments positifs de notre côté pour pouvoir convaincre et un investisseur et un financeur, qu'il soit une banque ou autre. C'est clair, c'est clair. Bouja, merci pour la question. Donc, sa question tourne. Je vois que si quand il lève la main, je suis tenté par passer avant par M. Antoine Salé de Chou parce que je pense à une assistance technique aux entreprises en termes de gestion de trésorerie, en termes de gestion des ressources humaines, en termes de gestion des relations avec la clientèle pour qu'elles soient plus mûres à accéder à un financement. Je reviendrai vers vous, Sikali. M. Antoine, est-ce que vous pouvez faire allusion, nous expliquer un peu le rôle que joue aussi la Bird en termes d'assistance technique au PME et préparation. Oui, merci. Merci. En effet, l'assistance technique est vraiment une partie très importante de notre activité et je pense que d'ailleurs, jusqu'à il y a peu, et même peut-être encore maintenant, la Bird est mieux connue pour ses activités d'assistance technique au PME qu'elle ne l'est pour ce qui est pourtant le cœur de notre métier, le financement. Donc aujourd'hui, on a assisté plus de 1000 PME partout en Tunisie. Le mécanisme, je vous le rappelle rapidement, nous gérons des fonds de l'Union européenne qui permettent de subventionner jusqu'à 80% de la prestation d'un consultant qui va venir sur une mission sur laquelle on va se mettre d'accord avec la PME, on va faire un diagnostic. Ça peut être toutes sortes de sujets et aujourd'hui justement on le voit avec la crise, c'est des sujets justement de retournement, de repositionnement de business model, de création de plans de continuité, de voir comment est-ce que on peut gérer les ressources humaines de façon plus fluide, de façon plus flexible pour s'adapter au nouveau contexte, sur adapter les normes sanitaires au sein de la PME. Donc on a vu vraiment un changement dans les thèmes des assistances techniques qu'on mobilise et on a très rapidement recruté les bons experts sur ces différents sujets. Donc la Bird, via ses fonds de l'Union européenne, va donc financer jusqu'à 80% de la prestation. La PME mettra 20%. Il est important qu'il y ait une appropriation du client sur ce genre d'activité. Voilà, et ce sont des activités qui durent en général jusqu'à 6 mois. Alors aujourd'hui, évidemment, en situation de confinement, c'est beaucoup du conseil et de l'assistance qui est dispensé de façon virtuelle. C'est un petit peu contraignant, je veux dire, en particulier pour notre activité d'expertise internationale. Nous avons plus de 3000 experts sur des sujets extrêmement pointus, où c'est vrai qu'en général, c'était des gens qui venaient et donc faire de l'assistance technique par Zoom ou WebEx, je pense que tout le monde doit s'y habituer. C'est un challenge, mais on a vu qu'il y a une très bonne réaction de nos clients partenaires. Les produits auxquels vous venez de faire allusion pour que les PME puissent accéder à ces produits, il y a une adresse, il y a quelque chose, il y a une page? Tout à fait. Le mieux, c'est probablement notre page Facebook, Bird Tunisie, où vous verrez beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interventions qui vous expliquent plus. Et vous pouvez nous contacter via cette page. Très bien. Pour Ali,
tout à l'heure, vous voulez prendre, merci Monsieur Antoine, c'est à l'école et vous voulez prendre la parole pour répondre à la question de Douja. Non, je ne voulais pas répondre à la question de Douja, je voulais interagir et justement interpeller Antoine parce qu'elle a tout à fait raison. Quand on nous présente des dossiers, avoir des dossiers bien structurés est important. Et je voulais rappeler que la BIRD, mais Antoine vient de répondre à la question, a un fonds d'aide pour des études où une grande partie est subventionnée. Et je crois que c'est de l'intérêt de tous de faire appel à ces fonds et de faire ces études parce que donner de l'argent, c'est important, mais semer cet argent, c'est plus important. Et par le terme semer, je pense, c'est l'investir dans des réflexions établies. Donc, toutes les entreprises qui viennent à nous pour demander de l'aide, je pense que si elles passaient avant par un cabinet de conseil où une énorme partie de la prestation est déjà préfinancée, ça les aiderait, ça nous aiderait. Voilà. Absolument, absolument, je vous en remercie. Madame Boussaïna voulait aussi interagir. Tout à l'heure, je me suis permis plutôt de faire une petite reproche par rapport à la communication de la CDC. Je vous laisse le soin aussi de répondre à cette reproche. Et si vous avez une interaction aussi par rapport à ce que disait Douja ou l'un des intervenants, dites-nous, comme ça on aura encore 5 minutes d'intervention. Hein. Merci beaucoup. Par rapport à la communication, maître, j'allais vous dire que la CDC a été créée il y a moins de 10 ans. Elle a été créée fin 2011. Si je devrais faire le parallélisme avec une caisse, la caisse française qui a été créée en 1816, plus de 200 ans, moi je vous invite lors de votre prochain passage en France, demandez à n'importe qui, est-ce que vous connaissez la CDC? Il va vous dire non. Par contre, si vous allez lui demander, est-ce que vous connaissez BPI France? BPI France a été créé en 2013 parce que c'est une institution en front office. La CDC, c'est une institution, c'est un fonds de fonds qui travaille avec une cible bien déterminée, qui est les banques, les sociétés de leasing, les grandes sociétés et les sociétés de gestion de fonds. Donc, du coup, c'est peut-être là, mais ce n'est pas pour justifier, ce n'est pas pour argumenter. Bien entendu, on est appelé à faire beaucoup plus de communication. Il suffit d'accéder à notre site web cdc.tn, à notre page Facebook, à Twitter. Vous avez tous les rapports d'activité et qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes appelés à communiquer plus, certes, on le fera avec grand plaisir. D'ailleurs, par rapport à la remarque de Madame Manel Thebet, et là je la salue, c'est de rappeler encore une fois que la plateforme numérique et digitale du ministère des Finances, qui est entreprise au singulier, finance au pluriel.gov.tn, toutes les demandes se font via cette plateforme-là, obligatoirement. Donc, j'invite tous les participants, quelle que soit la demande, ça pourrait être une demande fiscale, juridique, de financement ou autre, mais ça passe obligatoirement par cette plateforme-là. Et donc, j'ai plus rien à dire par rapport à ça. Effectivement, on a beaucoup à faire. On va être confronté à plus de défis et de challenges et on essaiera de faire tout ce qu'on peut. C'est vrai que je représente dans ce panel-là, dans ce webinaire, le côté étatique, public, à côté de la STB, aussi l'aspect bancaire que je ne peux pas oublier, mais on essaie de trouver certes des solutions. Donc, par rapport, juste peut-être pour finir, par rapport au capital investissement, c'est vrai que pendant ces 10 ans, il y a eu de l'avancée pour tout ce qui est financement en fonds propres via les fonds d'investissement, via les sociétés de gestion, les SICAR et autres. Et on est appelé à faire plus. D'ailleurs, la semaine prochaine, pour votre information, le code du capital investissement sera discuté au niveau du Parlement. Ce code-là a été envoyé depuis 2017.
Donc, déjà 3 ans pour pouvoir discuter ce code et qui permettra vraiment d'avoir le financement en capital de la bonne manière pour faire le poids et l'équilibre avec le financement banquier. Donc, avoir les deux, l'équilibre entre tout ce qui est financement banquier et financement en fonds propres. Merci. Merci à vous, Madame Benarlen. Je crois qu'on aurait même préféré avoir avec nous, là, à travers les discussions, on aurait aimé avoir avec nous une société d'assurance ou un représentant de la FTUSA éventuellement pour essayer de voir si un pool d'assurance pourrait travailler aussi sur la constitution d'un fonds pour aider au redémarrage des entreprises. Malheureusement, on n'a pas cette opportunité, mais j'imagine que les présents ont discuté, ont eu une discussion très intéressante à propos des problématiques liées au Covid et liées aux entreprises. Les questions, malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. J'ai vu qu'il y a des questions, une a des questions adressées à Sidabé, mais si vous pouvez, Sidabé, lui répondre à ces questions. J'ai oublié le nom de l'intervenant, je crois que c'est… donc, c'est quelqu'un qui vous a adressé à vous en privé une question. Pour être dans le temps, on a encore 5 minutes. Je crois que je vous permettrai de donner le mot de la fin à Sitar. Pour clôturer, je vous remercie encore une fois. Sitar, à vous la parole si vous êtes avec nous pour un petit 2-3 minutes pour clôturer ces débats. Et je prendrai en fin de compte la parole pour tout à l'heure. Voilà. Si vous permettez, je voulais que je réponde à la question tout d'abord avant de céder la parole à Sitar. S'il vous plaît, je faisais allusion à une réponse par écrit, mais faites si vous voulez répondre rapidement, Sidabé. Alors, il y a une question qui se rapporte aux nouvelles sociétés nouvellement créées. Alors, en fait, pour les sociétés nouvellement créées, ils ont la possibilité de bénéficier de crédits de fonctionnement qui couvrent 6 mois de salaire. Donc, on ne va pas revenir au chiffre d'affaires de l'année antérieure compte tenu de l'absence de cette information. Donc, on va se limiter à donner un montant qui avoisine les 6 mois de salaire de la masse salariale mensuelle. Il y a une autre… voilà, alors, juste la deuxième question porte sur le remboursement. Il dit que est-ce que le remboursement porte, comme l'a duré ce temps sur 7 ans, dans 2 ans de grâce, est-ce que le 2 ans de grâce couvre uniquement le principal ou bien les intérêts? Je pense que pour l'usage, c'est souvent le principal qui est uniquement donc, reporté, mais les intérêts sont toutefois exigibles à payer. Mais nous verrons de toute façon cela plus tard dans la mise en exergue de cette décision. Merci. Très bien, Sitar, avant de vous donner la parole, s'il vous plaît, je vais vous dérober 1 minute par rapport à une dernière question. Quelqu'un de la salle fait allusion aux banques islamiques. Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer pourquoi les banques islamiques, si c'est le cas, n'ont pas adhéré au rééchelonnement des crédits, alors que la circulaire de la Banque centrale est générale, elle parle de banques d'une manière générale et d'institutions financières. En l'occurrence, la personne qui a posé la question, c'est si Ashraf Sadi. Non, c'est si Mondor Ammar, plutôt, pardon. Madame Benarlen, vous voulez répondre? Juste à ma connaissance, je sais que cette question a été examinée par les comités charaïques au niveau de ces institutions-là. Et donc, maintenant, ça devrait être tranché au niveau des conseils d'administration de ces banques-là. Donc, elle est en cours de discussion. Très bien. Donc, c'est une question purement charaïque pour pouvoir prendre une décision quant à la possibilité de rééchelonnement des aides. Sitar, merci Madame Boussaïna. Sitar, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour tous nos intervenants, nos personnalités, très honorées de les avoir eus aujourd'hui autour de ce thème. 3 choses que je voudrais encore, peut-être sur lesquelles je voudrais insister. L'efficacité et la célérité des dispositions à tous les niveaux, en tout cas au niveau du système financier. Et là, je me permets d'insister sur les régions parce que nous sommes tout le temps sollicités. On nous fait la remarque quand on va dans les régions au niveau
du différentiel de pratiques au niveau de certaines banques dans les régions et au niveau des grandes villes. Deuxième chose, je remercie c'est Ali, c'est l'autre bien sûr, et Madame Boutaina également, la BERD. Essayons d'être généreux dans ces moments difficiles. L'essentiel, c'est de garder les entreprises. Il faut avoir du courage parce que sans les entreprises, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de revenus et on risque de perdre les entreprises. Donc, il faut avoir du courage en essayant bien sûr de prendre toutes les précautions. Dernière remarque, il ne faut pas que cette crise soit un prétexte pour ne pas faire les réformes qu'on doit faire en Tunisie. La Connect a toujours porté ses idées. Je pense que notre pays a besoin de faire beaucoup de réformes. Malheureusement, ces réformes sont toujours repoussées. Et quand elles sont repoussées, c'est au détriment de l'attractivité du pays et la compétitivité des entreprises. Je ne vais pas faire un discours, mais sur le plan, par exemple, des finances, encore. Coxitar a un problème technique, n'est-ce pas? Trois banques, la Connect, trois banques ou une seule, peut-être beaucoup plus de moyens au niveau d'une seule. Est-ce que l'État a besoin d'être dans les autres banques, je crois 13 ou 14, où elle a une participation, alors que ces participations peuvent consolider les fonds d'une grande banque publique? Ce sont des questions qui peuvent se poser. Et les autres réformes, ce sont des réformes qui sont vitales pour nous, même si on vit dans cette période qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une redistribution au niveau des chaînes de valeur, au niveau de l'industrie qui est située aujourd'hui en grande partie en Chine et en Asie. Et si on veut attirer si on veut attirer une partie de ces industries, je crois qu'on n'a pas le temps, il faut y aller, il faut faire ces réformes pour encore augmenter l'attractivité du pays. Nous avons tous les moyens pour attirer davantage, mais il faut pas avoir peur et il ne faut pas prendre un prétexte de la situation d'aujourd'hui pour encore reculer au niveau des réformes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, je remercie tous les panélistes et toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et à toi, Aslan. Merci Sitar. Tout cela m'amène à dire que la tâche est vraiment difficile de tous les opérateurs économiques, que ce soit donc PME ou donc institutions financières et banques. À l'issue de ces 2 heures donc, de webinaire, je voulais vous remercier les conférenciers donc, pour leur brillante intervention, remercier les présents et l'organisateur, naturellement, la Connect. Et sachez qu'une note sera rédigée et partagée. Merci beaucoup à tous et je dirai à la prochaine. Merci, CSN. À bientôt. Merci, Merci tout le monde. Merci. Antoine, Hicham, merci beaucoup.